Antoine Balzo est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes paléoanthropologue, chercheur au CNRS en France et au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes l'auteur avec l'illustrateur Emmanuel Roudier de l'ouvrage intitulé « Qui était Néandertal ? L'enquête illustrée ». C'est aux éditions Belin. Alors justement, qui est Néandertal? À quelle époque vit-il au juste et où? Alors, il a vécu entre il y a à peu près 300 000 ans et 30 000 ans. Et sur une très très grande extension. On en retrouve beaucoup en Europe, c'est là où on le connaît le mieux, mais on en connaît jusqu'en Asie centrale. Alors, à quoi ressemble-t-il physiquement? On va voir bien entendu des illustrations de cet ouvrage. Nos téléspectatrices et nos téléspectateurs ont sans doute déjà vu à quoi il ressemblait physiquement. Combien mesurait-il? Quel était son physique? Alors on a fait beaucoup de progrès sur ça parce qu'on a de plus en plus d'informations, dont des informations génétiques qui nous permettent de connaître l'apparence aussi de peau, de couleur des yeux et des cheveux qu'on ne pouvait pas atteindre juste avec les fossiles. On sait que c'était un homme robuste, un peu plus costaud que l'homme moyen d'aujourd'hui, un peu plus petit. Pour ceux qu'on connaît, pour ceux pour lesquels on a des données, on pense qu'il avait plutôt une peau claire et des yeux assez clairs. Quand a-t-il été découvert? 19e siècle, c'est ça en Allemagne? Oui. C'est un moment fantastique parce que c'est le moment où on commence juste à parler d'évolution et de préhistoire. Il y a sûrement eu d'autres fossiles trouvés avant, mais qui sont passés complètement inaperçus parce que c'était dans un autre moment, un autre ordre de pensée. Et là, il y a Darwin qui arrive avec son histoire de l'évolution et les gens commencent à s'y intéresser. Et puis peu de temps après, les premiers fossiles trouvés. Et ça, c'est un moment incroyable parce que d'un seul coup, on trouve une humanité qui a vécu avant la nôtre et qui était différente. Alors, son régime alimentaire, 80%, 20% proportion d'animaux et de végétaux qu'il mangeait dans son régime alimentaire. Les végétaux, on ne le savait pas trop, hein, ça. Hein. Oui, on progresse au fur et à mesure. Les techniques sont meilleures et on a plus de détails. Avant, on était parti sur le principe qu'ils mangeaient beaucoup de viande parce qu'on les retrouvait dans des zones un peu froides et il y avait un raisonnement un petit peu circulaire qui était il y a surtout de la viande, donc ils mangent de la viande. En fait, plus on s'y penche et plus on a des techniques précises, plus on se rend compte qu'ils mangeaient beaucoup de choses, ce qui paraît assez logique finalement parce que les ressources étaient importantes. Il y avait une grande diversité de ressources et ils ont aussi mangé des végétaux. Lesquels, par exemple? Évidemment pas les légumes qu'on connaît aujourd'hui parce que ce sont des choses très très récentes, mais il y avait des fruits, des baies et puis sûrement des graminées déjà qu'ils ont dû commencer à traiter, à exploiter assez tôt. Et quel gibier chassaient-ils? Que mangeaient-ils comme viande? Eh bien, on sait qu'ils ont eu... la difficulté, c'est d'avoir une réponse précise quand on parle des hommes préhistoriques. Ils ont vécu sur la moitié de la planète pendant 250 000 ans. Ce qui fait qu'on sait qu'ils ont mangé des gros herbivores, des gros animaux, mais on sait aussi qu'ils mangeaient des petites choses parfois, des lapins, des huîtres, des choses très très variées en fait. Cannibales ou pas? Aussi, mais comme notre espèce l'a été à certains moments. C'était pas un régime cannibale et tout le temps. C'est arrivé dans des cas exceptionnels, pour des raisons qu'on ne peut pas bien expliquer, mais comme c'est arrivé à plein d'autres hommes dans l'histoire de l'humanité. Et vous disiez que Néandertal est costaud parce que forcément, il faut aller chercher la viande pour se nourrir, il faut courir, il faut se battre aussi parfois. On imagine, quel outil utilisait-il au juste dans leur vie? On a retrouvé pas mal d'outils. On a retrouvé des outils en bois. Les plus vieux, les plus vieilles lances, ça sont des objets un peu plus récents, des petites pointes en os, des objets variés. Ils avaient une grande diversité d'outils. Et puis, ils ont inventé ce qu'on appelle le levallois, une technique qui était très développée pendant tout le temps des Néandertaliens, mais ils ont su faire plein de choses et des outils en bois. On a retrouvé un couteau en bois, enfin l'empreinte d'un couteau en bois complètement C'est quoi conservé. cette méthode, cette technique que vous évoquez, le levallois? En fait, c'est une technique qui est importante dans l'histoire de la préhistoire parce que c'est un moment où la conception de l'outil devient plus complexe. On ne se contente pas juste d'enlever quelques morceaux sur un caillou, on anticipe ce qu'on va fabriquer. L'objectif, c'est de fabriquer des outils qui vont se ressembler, avoir une technique particulière qui va permettre d'obtenir des objets qu'on va réexploiter, qui seront assez similaires les uns aux autres. Ça veut dire qu'il y a une forme d'intelligence. Et pour faire ça, il faut prévoir une forme très grande d'intelligence, probablement équivalente à la nôtre, parce qu'ils ont fait plein d'autres choses très compliquées. Alors, on savait qu'il enterrait ses morts, mais grâce à vous, et là on en vient à un point fondamental de votre ouvrage, c'est tout ce qui concerne la représentation, l'illustration, le dessin. On ne savait pas en général comment il les enterrait. On a quelques indices. En fait, on ne pense pas avoir conclu le débat avec ce livre-là, mais c'était vraiment l'objectif que l'on avait, c'était de faire une interaction entre un scientifique et partir des données qu'on a les plus précises possibles et un illustrateur qui lui-même a fait beaucoup d'illustrations de Néandertal et de jouer cette interaction en essayant d'être le plus précis et scientifique possible. Et on l'explique dans le livre à chaque fois. J'explique les informations que je transmets à l'illustrateur et lui explique comment il les a reçues. Ce qui fait que les représentations qu'on donne ont une part d'artistique, une part de représentation
qu'on explique, et surtout elles sont basées sur le maximum de données scientifiques pour être les plus réalistes possible. Justement, sur les couleurs, comment faites-vous? Vous dites la peau claire, les yeux, vous ne l'avez pas dit encore, mais comment vous vous basez sur quoi pour essayer de savoir? Alors ça, c'est la paléogénétique qui a permis de répondre en partie à ces questions-là. On étudie depuis une vingtaine d'années le génome des hommes du passé. Ça a permis d'avoir plein d'informations. On sait qu'il y a eu des échanges génétiques avec Homo sapiens il y a quelques dizaines de milliers d'années. Ça nous a appris des choses sur l'histoire des différentes espèces humaines. Et puis dans certains cas, ça nous a donné des informations précises sur des individus. Et là, dans ce cas-là, il y a plusieurs spécimens d'un site espagnol où on a pu identifier des gènes dont on sait qu'ils sont chez nous liés au langage. Donc ça donne l'indication que peut-être ils avaient les mêmes capacités que nous. Et puis d'autres où il y avait des gènes qui correspondent à une couleur de peau claire, des cheveux clairs, des yeux clairs. Échange génétique entre Néandertal et Homo sapiens, dites-vous. Donc c'est avéré, il a vécu avec Homo sapiens? Ça, on le savait. On en avait des traces archéologiques. Et puis surtout, c'est ce que je vous disais au départ, il y a une grande extension géographique et dans le temps pour Néandertal. Et on sait que Sapiens a eu aussi une très grande extension. Et aux marges de ces deux extensions, ils se sont croisés. La question infinie, c'était de savoir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand ils se sont croisés? Il y a eu plein d'hypothèses, plein de théories. Et finalement, la génétique a conclu, a donné une vraie réponse objective. C'est que dans les hommes aujourd'hui, les Homo sapiens en dehors d'Afrique, il y a des traces de gènes qui viennent de Néandertal. Et ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu quelques passages génétiques, que ça a été quelque chose d'assez rare, mais que ça a permis une transmission de Néandertal à Sapiens. Antoine Balzo, vous avez 20 secondes pour nous dire comment a-t-il disparu? J'y arriverai pas, il faudrait beaucoup plus que ça. Mais pourquoi? Et justement, il n'a pas su s'adapter? Non, justement, en paléoanthropologie, en préhistoire, c'est difficile d'avoir une réponse simple et unique. Le propos, justement, est plus complexe. On a des données partielles, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a illustré dans ce livre avec des images qui sont plus artistiques pour cette question de la fin des Néandertaliens. Merci beaucoup Antoine Balzo, illustration signée Emmanuel Roudy. On vous invite donc à le lire et à l'offrir, pourquoi pas, en cette fin d'année avec les fêtes qui approchent. Qui était Néandertal? L'enquête illustrée, c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.